Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à l'auditorium Michel Laclotte du Musée du Louvre. Nous sommes très heureux de vous retrouver aussi nombreux ce midi pour une nouvelle édition de ce nouveau cycle de conférences que nous avons intitulé « Vie du musée » et qui vous propose de partir à la découverte de l'actualité de nos collections, de nos salles, mais également de la recherche menée par les départements de conservation. Et c'est cela qui nous réunit aujourd'hui, car nous allons du côté du département des peintures, pour nous pencher sur un cas d'une sorte de double recherche, une rencontre entre une famille qui menait ses propres recherches et l'État, engagé dans une recherche extrêmement importante qui concerne les provenances de biens spoliés au cours de la Seconde Guerre mondiale et de l'occupation allemande. Et cette double recherche, cette rencontre, a donné lieu à une restitution et à une donation. Vous pouvez bien sûr, dès à présent, visiter l'exposition au deuxième étage de l'aile Richelieu, qui est consacrée à cette actualité importante, mais pour découvrir toute l'histoire qui explique ce fait important d'un point de vue scientifique, mais surtout d'un point de vue mémoriel dans l'histoire de notre musée. Nous avons souhaité réunir ce midi autour de la table quelques-uns des acteurs importants de cette histoire commune. Je voudrais d'abord souhaiter bien sûr la bienvenue à Marion Burceau, qui est psychosociologue et qui est la représentante ici ce midi des descendants de la famille Javal, famille spoliée pendant la guerre, dont plusieurs des ancêtres ont été déportés et assassinés à Auschwitz, et qui a conjointement décidé de donner les tableaux restitués au Louvre. Marion Burceau, vous avez notamment écrit un livre, Silence, sur l'importance pour les générations actuelles d'enquêter et pour découvrir et dépasser les mémoires familiales traumatiques qui sinon les maintiennent prisonnières du passé et les empêchent de vivre pleinement leur propre vie. Et nous vous remercions beaucoup d'être là ce midi. Vous êtes accompagné de Léa Weinstein, qui est philosophe et documentariste, autrice notamment d'un récit intitulé Isaac, mais qui poursuit un questionnement autour de la mémoire de la Shoah en France à travers l'écriture, la radio, le documentaire et le podcast. Et vous êtes notamment la réalisatrice de la série À la trace, commandée par la mission de recherche et de restitution du ministère de la Culture, podcast dans laquelle figure un épisode sur la famille Javal intitulé « Inconnu à cette adresse ». Je voudrais également remercier David Zivie. David Zivie, vous avez été directeur général adjoint de la mission du Centenaire et vous êtes surtout, en 2018, l'auteur d'un rapport sur la réparation des spoliations de biens culturels et depuis mai 2019, responsable de la mission de recherche et de restitution des biens culturels spoliés entre 1933 et 1945 au sein du secrétariat général du ministère de la Culture. Je précise que cette mission est chargée de coordonner et d'animer la politique publique de réparation des spoliations de biens culturels entre 1933 et 1945 et d'instruire les dossiers individuels de restitution des œuvres spoliées encore présentes aujourd'hui dans les institutions publiques ou d'indemnisation des œuvres spoliées disparues. Enfin, Sébastien Allard, directeur du département des peintures, au sein duquel cette recherche a été menée, fera évidemment le lien entre les différents participants et exposera aussi ce qu'est la politique du département des peintures en la matière. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente conférence. Alors nous allons aujourd'hui évoquer ce cas de restitution suivi immédiatement d'une donation par les ayants droit de la famille Javal au musée du Louvre. C'est une opération qui est extrêmement rare dans le cas de ces tableaux que l'on appelle MNR, c'est-à-dire ces tableaux qui ont été pour la plupart spoliés à des familles juives emmenés en Allemagne pendant la Seconde Guerre mondiale, les familles ayant été, pour la plus grande partie d'entre elles, exterminées à Auschwitz ou dans d'autres camps de concentration ou d'extermination, et ces tableaux récupérés à la fin de la Seconde Guerre mondiale et confiés à la garde des musées. L'histoire, nous n'allons pas revenir sur cette histoire des MNR de façon extrêmement large, mais ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a eu, jusque dans les années 90, et la création de la commission Matteoli, commission chargée de se pencher sur le cas de ces tableaux et de retrouver les légitimes propriétaires ayant droit, une amnésie, pour ne pas dire un déni, notamment de la part des institutions
discussion sur l'histoire de ces tableaux et les propriétaires, les ayants droit légitimes. Depuis la mission Matteoli, arrive notamment dans les musées une nouvelle génération qui est née à la vie professionnelle, la mienne entre autres, avec la commission Matteoli, et qui donc intègre ou a intégré que notre mission, ces tableaux n'appartiennent pas aux collections du Louvre ni aux collections nationales, nous en avons la garde, et que notre objectif principal, unique, quelle que soit la valeur artistique, historique ou pécuniaire de ces tableaux, est bien la restitution aux familles. Et dans la réflexion que nous avons autour de ces tableaux dont nous avons la garde jusqu'à leur restitution, manquait probablement quelque chose qui n'était pas suffisamment intégré, qui était la valeur mémorielle de ces tableaux pour des familles dont l'histoire a été dramatiquement interrompue et pour lesquels ces tableaux constituent un élément pour retisser les fils. Et ça, c'est une chose que nous, en tant que conservateurs de musées, nous devons absolument prendre en compte. Et c'est cette chose que nous avons, enfin, cet élément extrêmement important qui travaille autour non seulement de l'histoire, mais aussi principalement de la mémoire, que nous avons souhaité travailler avec la famille Javal à l'occasion de la donation de ces tableaux qui ont suivi la restitution. Donc il s'agit de deux natures mortes, une nature morte de Peter Binois et une autre de Floris van Schoten, qui a toujours été présentée dans les salles avec le sigle MNR, Musées Nationaux Récupération, évidemment un sigle difficilement compréhensible pour le commun des mortels, et qui ont pu être identifiés il y a quelques années, question sur lesquelles va revenir tout de suite David Zivi, grâce à la collaboration des différents organismes de l'État, Archives nationales, Mission Zivi, CIVS, musée du Louvre. Et ce qu'on souhaiterait au cours de cette réunion ici, autour de cette conférence, c'est surtout évoquer la question de la mémoire liée à ces objets et liée aussi à la perception de cette mémoire, ou comment elle se constitue à travers les différentes générations, celle qui a suivi immédiatement la Shoah, la génération des petits-enfants, voire des arrière-petits-enfants, ce que nous ferons avec Marion et avec Léa. Donc David, je vous passe la parole pour... Merci Sébastien. Bonjour à toutes et à tous. Merci de cette invitation. Donc, je parle depuis le ministère de la Culture et je vais très rapidement rappeler cette histoire de cette recherche qui a environ une dizaine d'années, et je le fais en précisant que c'est une recherche que je n'ai pas menée moi-même, ni directement la mission de recherche et de restitution qui n'existait pas à ce moment-là, mais nous nous inscrivons dans l'action de nos collègues du service des musées de France, au ministère de la Culture, des Archives nationales et de la Commission pour l'indemnisation des victimes de spoliation, la CIVS. C'est une histoire donc, qui a recommencé, puisque, comme le disait Sébastien, ces tableaux étaient des MNR, Musées nationaux récupération, revenus d'Allemagne, trouvés en Allemagne, revenus d'Allemagne, envoyés en France, exposés ici au Louvre en 1951, sans appartenir aux collections nationales. Et déjà, il y avait une question sur la provenance, c'est-à-dire qui était le propriétaire de ces tableaux, on ne le savait pas. Et il y a une dizaine d'années, en 2013, le ministère de la Culture et la Commission pour l'indemnisation des victimes de spoliation, la CIVS, ont décidé de ne pas attendre des demandes de famille qui continuaient et qui continuent toujours d'arriver, on y reviendra, donc des demandes de restitution, mais de prendre les devants dans une recherche dite proactive. On peut considérer que c'était un peu tard, mais il fallait le faire, et donc pour essayer de comprendre qui sont les propriétaires spoliés, et ensuite, une fois quand on y arrive, parce qu'on n'y arrive pas toujours, une fois qu'ils ont été identifiés, chercher les ayants droit, les descendants à qui on peut restituer ces œuvres à ce moment-là. Et donc c'est une recherche parfois assez difficile, d'autant plus qu'il y a parfois des traces de la spoliation, c'est-à-dire surtout des traces des propriétaires, et parfois il n'y en a pas. Alors
dans ces deux tableaux, l'avantage, c'est qu'il y avait quelques traces, et vous voyez ce qui nous intéresse beaucoup toujours, le revers des œuvres. Vous voyez quelques marques, et notamment celle qui est entourée en rouge, ici ou sur l'autre tableau, au pochoir, JUR 1, JUR 1 et JUR 2. Et c'est la marque de la spoliation par un des services de pillage allemands nazi mis en place dès l'été 1940, le Leinsachstab Reichsleiter Rosenberg, l'état-major du dirigeant du Reich Alfred Rosenberg, qui est chargé de piller, de saisir, de piller les appartements, les galeries appartenant à des juifs qui sont encore là ou qui ont fui, de réunir les plus belles pièces, notamment les plus belles œuvres d'art, et qui va les réunir à quelques dizaines, centaines de mètres d'ici, au musée du Jeu de Paume, au bout du jardin des Tuileries, qui sert donc de lieu de transit et d'exposition pour ces biens volés. Et l'ERR a l'utilité pour nous, fait des inventaires très précis des œuvres qu'il saisit. Et vous retrouvez un inventaire, donc ce sont des archives qui existent aujourd'hui, qui ont été conservées à la fin de la guerre. Il y a des exemplaires en Allemagne, aux archives fédérales allemandes, mais aussi en France. Vous retrouvez ce préfixe JUR 1 et 2. C'est donc quelque chose qu'on retrouve dans la plupart des cas. C'est en général les premières lettres du nom de famille de la personne spoliée, et avec un numéro ensuite en fonction du nombre d'œuvres. Et vous voyez donc un inventaire très bien fait, le nom de famille de la personne spoliée, Juralide, Juralides, une adresse à Paris, vous avez la date de saisie, 19 janvier 44, vous avez même le nom de la personne qui fait l'inventaire, et vous retrouvez la description. Alors à l'époque, on pensait que les deux tableaux étaient de Floris von Schutten, mais ce sont bien les natures mortes, si vous lisez l'allemand, vous pouvez le comprendre. Et ces inventaires, qui sont très bien faits, sont parfois accompagnés de photographies de très bonne qualité, qui ont été faites en général aussi au Jeu de Paume, où il y avait, il faut l'imaginer, une petite équipe d'historiens de l'art allemands qui étaient là à demeure pour voir passer, trier, inventorier ces œuvres d'art. Donc on se dit que c'est assez simple, donc encore une fois, nos prédécesseurs auraient pu se dire que c'était assez simple, ils ont dû se le dire une fois, mais en fait ce n'était pas si simple, parce que Juralides, on cherche dans l'ensemble des fichiers, des déclarations de famille après la guerre, l'ensemble des listes de spoliation. Il y a quand même heureusement beaucoup d'archives. Il n'y a aucun Juralides, aucun Juralides, aucune demande après la guerre. Et puis si on regarde l'adresse, 5 rue Maubourg, eh bien on ne trouve pas de rue Maubourg à Paris. Donc on sent qu'il y a un problème. Il arrive qu'il y ait des erreurs, évidemment. Il faut imaginer qu'il y a des dizaines de milliers d'œuvres qui sont passées sans doute par là. C'est ce groupe de travail avec notamment une équipe composée d'une archiviste, Monique Leblois-Péchon des Archives nationales, et Muriel de Bastier, à l'époque à la Commission pour l'indemnisation des victimes de spoliation, et aujourd'hui au ministère de la Culture avec nous, qui ont travaillé en particulier sur ces œuvres, pour comprendre finalement qu'il y avait eu quelques erreurs. Il n'y a pas de rue Maubourg à Paris, mais vous savez peut-être qu'il y a un boulevard de la Tour Maubourg. Et comme ça, dit de façon résumée, ça paraît très simple, mais tout ça a pris du temps. Boulevard de la Tour Maubourg au 5, il y a cet immeuble qui est un petit hôtel particulier qui, lui, figurait dans des registres et dans des archives de l'après-guerre comme un lieu ayant été spolié parce qu'il appartenait à la famille Javal, le docteur Javal. Il était habité par une fille du docteur Javal, Émile Javal, Mathilde Javal, qui, après la guerre, écrit à la commission de récupération artistique, qui est l'un des organes, l'une des entités administratives mises en place pour recevoir et restituer un certain nombre d'œuvres, écrit pour dire que cet hôtel a été occupé par les services allemands pendant l'occupation, et finalement pour déclarer également le pillage d'autres lieux appartenant à la famille, et en s'étendant d'ailleurs plutôt sur d'autres lieux que sur celui-là. Et donc on ne comprend pas très bien Juralide et Javal, mais peu à peu, et Monique Leblois-Péchon l'explique bien, on a fait des hypothèses, elle a fait des hypothèses. Il y a eu une confusion, une mauvaise transcription à un moment donné, pendant l'occupation, soit de Invalides, avec une confusion entre le quartier des Invalides et Juralide, et les I et les J, selon la graphie,
orthographie, notamment allemande à l'époque, les N et les V peuvent se confondre. C'est une hypothèse, on ne le voit pas, mais vous pouvez voir le J, le V, le R peuvent se confondre. Et peut-être plutôt qu'invalide, j'avale, parenthèse docteur, DR, fermez la parenthèse. Et donc il y a eu sans doute, ou très certainement, une mauvaise transcription. Ça arrive, même au plus efficace. Et donc on est parti sur une mauvaise piste pendant des années et des années. Il n'y a pas eu 80 ans de recherche, comme le disait Sébastien, mais il y a eu plusieurs années de recherche. Et finalement, on a une conjonction, un faisceau d'indices, comme on le dit, qui permet de comprendre que c'est bien pris à la famille Javal. Et alors, et je termine rapidement, dans ce genre de cas, on se retrouve en 2015 à peu près avec un nom de famille et pas d'ayant droit immédiatement connu. Et c'est à ce moment-là que le ministère de la Culture, en 2015, passe un accord avec Généalogistes de France, qui est l'organisation représentative de la profession de généalogiste, pour donc leur confier la recherche de 5 dossiers. Et les généalogistes ont fait cette recherche sous la forme d'un mécénat de compétences, c'est-à-dire gratuitement, et on les remercie, pour trouver les ayants droit, ce qui, vous le savez, n'est pas une mince affaire. Et ils ont rendu leurs travaux, vous voyez pas très bien, vous ne pouvez pas lire, mais vous comprenez, je pense, aisément, c'est presque tout l'arbre généalogique, la descendance, non pas de Mathilde, qui n'a pas eu d'enfant, mais de tous ses neveux et nièces qui ont eu beaucoup d'enfants. Et donc voilà, c'est au sol, dans un bureau du ministère de la Culture, pour vous montrer quand même la complexité de la chose, puisqu'après, il faut évidemment contacter tout le monde. Et donc on se retrouve là, fin des années 2010. Il y a eu quelques questions encore juridiques sur la question de la transmission des héritages. Donc nous avons saisi, donc là nous intervenons la mission de recherche et de restitution, la commission pour l'indemnisation des victimes de spoliation. C'est un processus un peu long tout cela, mais Marion y reviendra. Et en 2021, cette commission qui est placée auprès du Premier ministre a recommandé, sans grande surprise, mais la restitution à telle et telle personne, 48, je ne retiens jamais, pardon, ayant droit différents, dont Marion Bursault. Et c'est là, en 2021, qu'a eu lieu aussi cette rencontre entre différents organismes administratifs, le musée, qui conservait les œuvres pendant tout ce temps, et quelques membres de la famille, Marion Bursault, en l'occurrence, qui était devant cette commission en 2021. Et c'est là le début d'une histoire, la suite plutôt, une nouvelle étape d'une histoire qui se poursuit ici au musée jusqu'à aujourd'hui. Et je remets les tableaux, mais allez les voir en salle 831, quelques mètres au-dessus de nous. Oui, du coup, les tableaux sont présentés jusqu'au 6 janvier dans une exposition qui a été organisée avec la famille, avec la mission civile, la CIVS, et organisée ici au musée du Louvre par Vincent Delieuvin et Béatrice Louis, qui sont conservateurs au département des peintures. Donc au 2e étage, vous pouvez voir les tableaux et les documents, certains des documents qu'on vous a présentés. Marion ? Merci. Donc, je tiens tout de suite à préciser que mon intervention aujourd'hui est à titre personnel, n'est pas forcément la parole de toute la famille, parce que je sais qu'il y a beaucoup de membres de la famille dans la salle aussi, mais forcément je vais parler de mon point de vue, de là où je suis moi, et pourquoi toute cette histoire m'a intéressée, même avant qu'on sache qu'il y avait des tableaux qui étaient spoliés, puisque personne dans la famille n'en avait la moindre idée. Donc, cette précision faite, j'ai aussi invité Léa à cette table ronde parce que j'avais lu son livre, Isaac, et que j'avais compris qu'elle avait fait une recherche similaire à titre personnel et qu'ensuite nos routes se sont croisées à travers le podcast qu'elle a fait sur notre cas. Et voilà, et j'ai trouvé que comme elle a fait plus que sa recherche personnelle, mais qu'elle a aussi après travaillé à ce que d'autres puissent faire ce travail et le soutenir, que c'était intéressant d'échanger entre nous deux aussi sur cette recherche de mémoire, sur cette importance qu'avait ce travail conjoint avec les institutions pour aider en fait à ce que la mémoire qui avait un trou, j'appelle vraiment ça le trou de mémoire, qui peut en fait être occulté, ou occulter tout le reste, petit à petit prennent des couleurs et deviennent quelque chose de vivant. Pour ma part, j'ai commencé une quête après le décès de ma grand-mère en 2013. Forcément,
c'était elle qui détenait la mémoire parce qu'elle était née pendant la guerre, et les personnes de sa famille qui ont été impactées vraiment par le nazisme étaient sa tante, son oncle, ses cousines. Donc nous ne le savons, moi personnellement en tout cas je ne le savais pas, mon père ne m'a rien transmis du tout, ma grand-mère n'en avait pas parlé non plus, et il y avait ce nom de Javal tout de même qui était prononcé, et j'ai petit à petit été faire des recherches par moi-même. L'ère de l'Internet aidant, et cette famille ayant eu une destinée assez remarquable, beaucoup de gens s'étaient déjà penchés sur l'affaire, et j'ai pu du coup comprendre petit à petit qui était cette famille, mais vraiment petit à petit. Donc j'ai retissé au fur et à mesure cette mémoire et la compréhension d'une lignée. Ce travail ensuite s'est trouvé percuté par cette restitution. Donc en 2015, on a été contacté par les généalogistes. Et donc à ce moment-là, je me suis dit, mais en fait, c'est une reconnaissance. Pour moi, c'était une reconnaissance qu'il y avait vraiment eu des spoliations, donc des violences, et derrière beaucoup de violences encore plus importantes que la spoliation. Mais ça m'a soutenue pour aller chercher davantage et comprendre comment on en était arrivé à un certain silence, et en tout cas un arrêt de la transmission. On parle beaucoup aujourd'hui de résilience et de réparation. Pour moi, c'est un peu surplombant. C'est-à-dire comme si il fallait qu'on soit résilient et qu'il fallait qu'on soit réparé. Je pense que ça occulte un trajet et une trajectoire personnelle, et que ce travail de mémoire il se tisse à partir d'individus incarnés qui ont chacun un chemin. Le pourquoi moi je me suis mis en chemin reste mystérieux, c'est très bien comme ça, mais c'est pour moi tout ça qui est important, c'est ce chemin, comme s'il y avait eu des petits cailloux, pour moi ça peut être été quelques mots de ma grand-mère à certains moments, et d'autres choses, mais que tout d'un coup j'avais voulu aller les suivre, et qu'on m'a tiré petit à petit par la main pour plonger vraiment dans cette histoire. C'est pas vraiment facile, étant donné qu'il y a des morts derrière, clairement, et que même si ce sont des personnes qu'on n'a pas connues, le simple fait de dire que ce sont l'oncle, la tante et les cousines germaines de ma grand-mère suffit à susciter une émotion assez extraordinaire. Et donc aller s'y frotter, s'y coller, demande et un coût, en fait. C'est difficile. Ça remue des mémoires traumatiques qui sont inscrites, on ne sait pas trop où, mais en tout cas en nous. Et ça, c'est difficile. Donc au lieu de résilience et de réparation, je dirais plutôt que tout ce travail de mémoire a consisté à retisser le lien de la lignée Javal, qui est apparu petit à petit, et au lieu d'être complètement aveuglé comme la lumière nous aveugle là, par les personnes qui ont été déportées et qui ont été assassinées, il y a tous les autres, et il y a tous les ancêtres sortis d'un village alsacien, d'un ghetto en fait alsacien, qui ont œuvré, une fois qu'ils ont acquis la citoyenneté française, pour servir leur pays et être des pionniers aussi bien dans l'industrie, dans la médecine que dans les œuvres sociales. Voilà, globalement, des gens extrêmement impliqués qui ont voulu marquer leur temps et servir. Et donc, petit à petit, c'est cette mémoire positive et incarné qui vient et qui permet à la lignée de continuer. Et donc, d'un travail un peu seul, dans un petit coin, on est arrivé à être une petite centaine de gens que je ne connaissais pas, et d'une famille qui maintenant se retrouve et partage cette mémoire et ce lien familial et cette lignée. Voilà en gros ce que je voulais dire. La dernière petite chose peut-être, c'est que ce travail de mémoire est essentiel pour l'identité personnelle. On ne s'en rend pas compte évidemment avant qu'on le fasse, ça, c'est ça le problème. Mais une fois qu'on commence à être en route, on s'aperçoit qu'il y avait un parti qui manquait. Et à titre personnel,
c'est quelque chose qui me donne une très grande force. C'est-à-dire que maintenant, j'ai vraiment l'impression de marcher sur 2 jambes. Voilà, il y avait une jambe qui manquait, donc c'est aussi un clin d'œil, puisque mon père avait des soucis d'équilibre et de motricité. Mais vraiment, il y avait quelque chose qui n'était pas à sa place. Et de cheminer dans cette mémoire, c'est aussi cheminer vers soi. C'est accepter le réel, qui n'a pas que des photos avec des sourires, mais en revanche, il n'y a pas de honte à avoir. Et ce travail de mémoire, c'est remplacer la colère, la peur et les fantômes par du vivant que nous allons pouvoir maintenant tous, les 100, tisser avec nous-mêmes et avec nos enfants. Voilà. Et de ce travail singulier, j'espère qu'il y a quelque chose de plus universel qui peut toucher beaucoup plus de gens pour ce travail vers soi et vers une identité complète. Alors Léa, pour toi. Peut-être avant de partager avec vous quelques réflexions qui sont nées de mes recherches et de ce travail documentaire qu'on a mené ensemble pour ce podcast, je voudrais vous raconter le jour où j'ai rencontré Marion. C'était donc dans le cadre du tournage de ce documentaire sonore. Et je savais que la suite de cette enquête que David Zivie vous a restituée, c'était donc, via les généalogistes, la rencontre avec Marion, qui, elle, de son côté, c'est quand même une histoire incroyable, menait ses propres recherches et qui, hasard du calendrier, a correspondu au moment où les généalogistes de France, un beau jour, lui ont téléphoné pour lui demander si elle était bien, qui elle était. Ce qu'elle était justement en train de chercher elle-même parallèlement. Et donc, suite à ça, Marion s'est retrouvée à faire un discours, comme c'est le cas dans le processus de recherche et de restitution, devant la CIVS, que David Zivie a évoqué tout à l'heure, en tant que représentante de la famille, commission d'indemnisation des victimes de spoliation. Je veux juste rajouter une petite chose. J'ai été la seule en fait conviée à cette commission parce que c'était pendant le Covid et donc ils avaient besoin d'un point de contact. Donc à ce moment-là, je suis pas sûre que je représentais vraiment toute la famille parce que personne ne savait trop ce qui se passait. Mais j'étais un point de contact. Voilà, je précise. Et comme c'était le Covid, j'avais pas pu enregistrer, j'avais pas pu moi non plus assister. Et donc, ce jour-là, chez Marion, je lui ai demandé si elle acceptait, pour les besoins de ce documentaire, de me redire, juste au micro, le discours qu'elle avait prononcé ce jour-là. Et dans ce discours, Marion, je pense que tu t'en souviens, tu tissais comme ça une image en racontant que tu avais été piquée par une abeille et que cette douleur-là était pour toi comme un miroir ou une métaphore de la douleur que représentait cette histoire familiale. Et alors, je ne vais pas te refaire le coup, mais peut-être que tu pourrais nous dire quelque chose de cette image parce que elle m'a parlé au point que voilà, elle est restée comme une sorte de boussole pour moi aussi dans le travail documentaire et d'écriture qui a été le mien. Et je pense qu'elle a scellé aussi cette rencontre entre nous deux, qui, voilà, au-delà des individus, et c'est ce qui me conduit à être présente ici, a été aussi la rencontre d'une génération, la génération 3e ou 4e, qui, après des décennies de silence, éprouve cette nécessité de rechercher et de raconter. J'y reviendrai peut-être après, mais revenons, si tu es d'accord, à cette abeille. Oui, cette abeille. Alors,
quand on n'a pas les mots, parfois des sensations et des images permettent de filer une métaphore qui fait comprendre des choses. Et après avoir surtout été piquée par cette abeille qui m'a bien fait mal, j'ai une voisine qui m'a dit « Mais tu sais Marion, pour enlever la douleur, il faut approcher une flamme. » Et c'est par la chaleur et l'augmentation de la chaleur que la douleur partira. Et donc, vous voyez bien, il y a beaucoup d'images, chacun fera la sienne. Mais pour moi, c'était aussi de dire que s'approcher des flammes, vous comprenez lesquelles, et éteindre la douleur, c'était nécessaire d'abord de la vivre, cette douleur. Et qu'on ne peut pas retisser la mémoire sans aller s'y confronter. D'où le coup, quand même, qu'à chaque étape, on peut y laisser, enfin, ça a un prix. On ne peut pas y aller, hop, hop, je découvre, et puis ça y est, c'est fait, je repars. Ça fait 10 ans, et j'en découvre encore. Je sais qu'aujourd'hui, un certain nombre de personnes dans la famille commencent à comprendre ce cheminement et commencent à le prendre. Et il y a des moments de joie, bien sûr, mais il faut d'abord aussi se confronter aux moments de douleur sans s'y faire piéger non plus. Et voilà, je pense que c'est important d'entendre ça, puisqu'on est dans un moment où, en effet, les recherches aboutissent, bon, dans les meilleurs des cas, mais les recherches aboutissent, des livres paraissent, il y a même quasiment un nouveau genre littéraire qui est l'enquête familiale, la prise de parole par cette 3e ou 4e génération qui s'intéresse à sa propre histoire, qui en fait des films, des livres, des documentaires. Donc on peut avoir le sentiment d'une réconciliation, et d'ailleurs certainement ça en est une pour une part, mais d'un fil qui se retisse. Et en effet, il y a cette notion de résilience aussi qui est très à la mode, et je pense que on s'est rencontrés profondément avec Marion sur cette idée que ça n'est pas que ça, et qu'il y a aussi une douleur, qu'elle est certainement nécessaire, mais que aller au devant du silence qui vous précède, effectivement, a un prix, et a le prix de la douleur de ce qu'on va retrouver, mais a aussi le prix de celui qui brise le silence et qui n'est pas toujours accueilli à l'intérieur du cercle familial, et puis même au-delà, il n'y a pas forcément une admiration immédiate comme on peut en avoir l'impression. Il y a aussi un rejet possible qui parfois est très violent parce que le silence a été imposé, parce que le silence parfois peut être aussi lié au deuil et au chagrin. Le silence doit d'ailleurs être respecté. Il est aussi le choix de certains descendants qui décident de se situer dans cette continuité-là par respect pour leurs propres ancêtres, par respect pour l'histoire et dans cette position de deuil. Donc le moment où vous arrivez comme celui qui va mettre du langage, qui va essayer de retrouver des faits, peut être vécu aussi violemment. Et donc parfois appartenir à cette génération-là, c'est aussi devoir répondre de ça. À quoi ça sert de parler? Moi, c'est des choses que dans ma famille, ce sont des questions qu'on a pu me poser. Mais pourquoi faire? Pourquoi rechercher? Pourquoi les témoins disparaissent ou ont déjà disparu dans certains cas? Donc, pourquoi aujourd'hui vouloir raconter? Je me pose encore la question. Alors, je veux revenir juste un tout petit peu en arrière. Effectivement, la difficulté, à la fois dans la douleur et à la fois pour briser le silence, c'est donc continuer les démarches malgré un certain nombre de réticences, amener les gens dans un tronc commun pour pouvoir faire quelque chose des tableaux, la donation, enfin, tout ça, ça a pris beaucoup de temps. Donc je voulais vraiment, en ce qui me concerne, remercier
parce que je ne l'ai pas encore fait, David en particulier, Muriel de Bastier, parce que c'est avec vous que j'ai beaucoup travaillé au ministère de la Culture, Sébastien, et puis Vincent et Béatrice Lovic, parce que sans le soutien de ces institutions, je pense que je n'aurais pas eu, et la CIVS, je n'aurais pas eu le courage d'aller confronter, d'aller plus loin et d'aller creuser. Donc à chaque fois, ça a été des bons moments pour me dire, si, il y a des choses, et à la fois dans la reconnaissance, mais comme tu disais, générationnel, c'est-à-dire qu'en fait, on ne fait pas tous partie, comme vous disiez Sébastien, par rapport à la commission Mattéoli. En fait, ce ne sont pas des institutions, ce sont des hommes et des femmes qui ont la même quête et qui se mettent au service de ceux qui veulent se mettre en chemin pour les soutenir et leur montrer, commencer à montrer des choses. Ils sont déjà passés par là, et donc Léa a été déjà passée par là, et c'est aussi là qu'on se rend compte, c'est quand il y a ce processus. Aujourd'hui, je dirais donc, comme tout à l'heure, que c'est vraiment pour revenir à soi, dans un soi plus large et plus vivant. J'ai du mal à le dire parce que dans les 10 ans, ça a tout le temps changé. Le pourquoi. Le pourquoi, c'était d'abord de découvrir et puis de se laisser toucher par cette histoire qui sinon n'était que de la grande histoire et un peu en fait lointaine. Ensuite, ça a été de retisser les liens familiaux. Ça m'est apparu dès que j'ai compris qu'il y aurait une restitution, donc en 2015. Et ça a pris du temps. Donc en 2024, nous avons fait la restitution, 10 ans. Mais ce travail a permis de retisser des liens et a peut-être pensé un certain nombre de plaies, pas seulement dues à la guerre, mais largement sous-tendues par elle tout de même. Et puis aujourd'hui, ça prend encore une autre dimension. C'est que j'ai l'impression que je permets moi-même maintenant, comme tu l'as fait aussi Léa, à certaines personnes de s'investir et de faire eux-mêmes et de commencer leur propre chemin vers l'entièreté de leur personne et de leurs ancêtres et de leurs racines. Voilà. Tout ça puise pour ce qui nous concerne. Alors voilà, dans notre famille, puisque ce travail pourrait être fait sur nombre de cas où il y a eu des violences et des traumas, mais en ce qui me concerne, revenir à nos ancêtres juifs. Ça aussi, c'était quelque chose de très compliqué, puisque le silence était en partie dû à l'éloignement de la judéité. Et c'était quelque chose qui était mis de côté, voire même on en avait presque honte. Il fallait surtout pas s'en reconnaître en termes d'identité, en tout cas. Et donc on en est, j'en suis, à refaire ce lien avec cette partie-là, à pouvoir aller dans une synagogue, ce que je n'aurais jamais imaginé pouvoir faire avant, et à comprendre un peu quelle a été cette force, finalement, qui a permis à ses ancêtres de sortir d'un tout petit village et de produire autant de merveilles, autant d'innovations, autant de liens sociaux, autant d'œuvres, voilà, dans lesquelles maintenant, finalement, je me sens portée par cette lignée. Et de reconquérir ses racines juives, c'est aussi de se dire que oui, c'est de là qu'on est sorti, et c'est ça qui a permis la grandeur de cette famille. C'est pas autre chose en vrai. Donc bien sûr, il y a des individus, des personnalités, mais je pense que ça puise quand même dans cette source très particulière pour ce qui concerne les Javal. Voilà, ça ne veut pas dire que je vais me convertir, mais il y a encore peut-être 1 an ou 2, j'aurais dit non, je ne me sens pas juive du tout. Je ne me sens toujours pas juive d'un point de vue religieux, puisque ce n'est pas du tout mon chemin, mais j'accepte cette partie de mon identité et même j'en suis fière, alors qu'il y avait quand même beaucoup de honte liée à cette partie-là. Je pense que peut-être on peut revenir aussi à ce qui nous réunit ici, aujourd'hui, c'est-à-dire au tableau. Puisque tu viens d'évoquer ton chemin vers le judaïsme, on souligne quand même
l'ironie de l'histoire qui fait qu'il s'agisse d'une nature morte au jambon, ce qui, moi, m'a toujours fait beaucoup rire dans cette histoire. Non, mais peut-être d'ailleurs que c'est pas complètement un hasard et qu'il faudrait réfléchir à ça d'un point de vue historique ou psychanalytique, je sais pas. En tout cas, je pense que ce qui est particulier dans cette histoire et qui donc nous réunit ici aujourd'hui, c'est que ce sont ces deux tableaux qui sont les témoins de cette histoire et qui sont ce qui va vous réunir en fait, d'abord avec le ministère de la Culture, ensuite avec le musée du Louvre, et ce qui va faire que ces tableaux vont être donc rendus par le Louvre à votre famille, et que votre famille va immédiatement en faire don, ce qui est assez incroyable, puisque donc ces tableaux n'ont pas bougé, et tout en ne bougeant pas, ont connu quand même une étape historique déterminante dans notre propre histoire, dans l'histoire de ce pays aussi. Je pense que cette notion de témoin, elle est importante aussi pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui pour nous, c'est-à-dire nous, j'entends la 3e ou 4e génération. On a toujours cette hésitation entre 3e et 4e génération, et d'ailleurs je crois qu'il y a des spécialistes qui travaillent là-dessus et qui ont inventé le concept de génération virgule, puisqu'en fait on n'est jamais que à l'intérieur d'une génération, surtout quand on est dans un vécu historique de l'ordre du traumatisme. On le vit à la fois comme petits-enfants de nos grands-parents, mais aussi comme enfants de nos parents, qui eux-mêmes en ont hérité. Donc on est toujours en fait à cheval dans le rapport à l'histoire entre deux générations, d'où cette hésitation. Il y a un livre d'une chercheuse que j'ai apporté aujourd'hui qui s'appelle Aurélie Barjonnet. Le livre s'intitule « L'ère des non-témoins » et réfléchit justement à qui est cette génération qui fait des recherches, qui va par-delà le silence, etc. Et donc c'est une manière de répondre ou de rendre hommage au travail d'Annette Viviorca, que vous connaissez peut-être, et qui a publié un livre qui fait référence aujourd'hui, intitulé « L'ère des témoins », pour expliquer comment l'histoire de la Shoah a été transmise par les témoins eux-mêmes, qui ont commencé à témoigner, notamment dans les classes, à l'école, ce que nous, on a encore connu à notre génération, ce que nos enfants ne connaîtront pas. Et donc nous, on est l'ère des non-témoins, c'est-à-dire qu'on n'a pas vécu cette histoire. Pourtant, je crois qu'on l'entend depuis tout à l'heure, elle est nôtre et on essaye d'en faire quelque chose. Et surtout, on est les contemporains de la disparition des témoins directs. Et ça, c'est ce qui caractérise vraiment notre génération comme une génération de passage, c'est-à-dire qu'on a connu les témoins directs, mais on vit aussi leur disparition. Et donc, on s'interroge sur la façon dont raconter, la façon dont cette mémoire aujourd'hui peut être vivante et dont nous, on peut s'en saisir, quelle légitimité on a aussi, alors qu'on n'a pas vécu cette histoire, pour pouvoir la raconter. Et je pense que les tableaux acquièrent ce statut nouveau, si je puis dire, qui est celui d'être un objet témoin, qui prend le relais, en fait, de ces témoignages individuels qui vont peu à peu disparaître. Comment va-t-on faire ? C'est une question qui se pose beaucoup. Sans les témoins, comment va-t-on faire ? On va montrer les tableaux. Et on va essayer, et je pense que c'est le sens de notre présence ici et du travail du musée du Louvre et d'autres musées, et on va essayer de faire parler ces tableaux, ou en tout cas de faire passer l'idée que, à travers leur itinéraire, et parfois même sans bouger, ils attestent d'une histoire qu'on doit raconter maintenant à travers eux et grâce à eux, même quand c'est des jambons.
pour rebondir sur ce que vous disiez et reprendre ce que je disais au début, c'est que, en fait, la génération des familles, votre génération des familles qui ont vécu la Shoah, l'extermination, et avec ces tableaux, ils rencontrent, enfin c'est la même génération que des gens qui vont travailler dans des musées. Ce que j'évoquais au début avec la génération qui arrive, disons, dans les musées au moment de la commission Matteoli qui intègre cette question de provenance. Et en fait, ce don que vous faites de ces tableaux au Louvre, en fait, change aussi notre propre perception de ces œuvres qui deviennent des œuvres témoins et qui, du coup, qui gagnent en, comment dirais-je, qui sont des œuvres vivantes. Et en fait, ça, c'est une chose extrêmement importante parce que la valeur mémorielle, au-delà de la valeur artistique, de la valeur historique, de la valeur pécuniaire, tout ce que vous avez dit là et cette rencontre que nous avons eue avec votre famille, disons, incarne véritablement cette valeur mémorielle. Donc les tableaux sont aujourd'hui présentés dans cette exposition avec ces documents qui, d'une certaine manière, les historicisent, mais ensuite, ils vont aller vivre leur vie au milieu des autres collections avec un cartel qui rappellera toujours l'histoire de la famille Javal, de la spoliation. Donc ça, c'est une chose qu'il faut que nous-mêmes nous intégrions face à ces œuvres MNR ou autres, c'est la valeur mémorielle de ces tableaux mémoire, objets mémoire, alors que les témoins ont disparu ou auront disparu. Non, pardon, je voulais aussi, peut-être dans le prolongement de ce qu'il disait Sébastien Allard, souligner aussi qu'en matière de recherche et de la part des familles qui font des demandes aujourd'hui, qui font des recherches, parce qu'il y a toujours les deux cas de figure. Il y a le cas de figure que l'on essaie de développer, où l'on va vers la famille qui n'avait rien demandé et qui se retrouve avec toute une histoire qui lui arrive plus ou moins avec plus ou moins de détails et en l'acceptant plus ou moins, comme le racontait Marion. Et il y a les familles qui font des demandes. Mais on le voit aussi, au-delà des biens, les familles recherchent de l'information, de la documentation, une mémoire aussi. Et pour aller dans le sens aussi de ce que vous disiez sur les générations, on voit aujourd'hui beaucoup de troisième ou quatrième génération, petits-enfants, arrière-petits-enfants, des spoliés qui posent des questions, qui s'intéressent, qui ouvrent des dossiers, qui font des requêtes à cette fameuse commission pour l'indemnisation des victimes de spoliation et auprès de nous et des musées, mais qui ne savent pas ce qu'il y avait et qui ne disent pas telle œuvre était à nous, on demande la restitution, qui veulent en savoir davantage et qui créent ce lien, qui recréent un lien qui n'a pas pu être fait parce que finalement ceux qui étaient peut-être témoins n'ont pas parlé, et donc c'est aussi la disparition des témoins silencieux. Donc on doit recréer un discours autour de cela. Donc c'est quelque chose que l'on constate dans bien des cas. Je voulais simplement le souligner. Voilà, c'est cette recherche de mémoire au-delà des œuvres qui toutes ne valent pas des fortunes aussi, parce qu'on parle souvent, et j'insiste un peu là-dessus, souvent des restitutions d'œuvres très très importantes. Il y a eu la restitution d'un Klimt il y a quelques temps, mais beaucoup d'œuvres qui peuvent être restituées ne sont pas d'une grande valeur financière, mais évidemment d'une valeur mémorielle bien plus importante. C'est ça qu'il faut absolument qu'on ait en tête. Et une des raisons, alors il y a évidemment du déni ou de l'oubli de ces œuvres, du déni, de l'amnésie, enfin suivant, tenait en partie, pas principalement, mais en partie à ça, en disant finalement, ce sont des œuvres de peu de valeur, pour certaines d'entre elles, pas toutes, mais artistiques, historiques, et on avait complètement oublié, on n'a pas pris du tout en considération la valeur mémorielle qui, d'une certaine manière, est portée de façon très forte par la deuxième, troisième génération dans les familles. Ouais. Oui, tout à fait. Et c'est ce travail qui nous a tous réunis, en fait. Et à travers les tableaux, on s'est sentis tous responsables d'en faire quelque chose. Après, c'est l'occasion, c'est des rencontres. C'est pour ça que j'insistais sur le fait que c'est vraiment aussi là incarné. Et vous représentez l'institution, mais vous avez aussi un rôle personnel à jouer dans cette affaire. J'aime bien ce dialogue. C'est pour ça que je dis que j'étais psychosociologue. C'est vraiment cette capacité à faire le lien entre le personnel et l'institution.
et d'en faire quelque chose qui dépasse en fait aussi notre propre personne. J'aimerais aussi qu'on puisse poser quelques questions s'il y en a. Oui, ça. on va poser. Il y a juste une chose que vous avez dite qui est très importante, qui est le mot responsabilité. Et en fait, je peux aussi comprendre que ce soit difficile de donner à une institution, à l'État, étant donné aussi sa responsabilité pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais effectivement, c'est de se sentir responsable à tout niveau de ses œuvres, bien sûr, mais de toute l'histoire et de tout l'affect, de la mémoire qui peut être liée à ces œuvres. Donc, oui, des questions dans la salle. Bonjour. Est-ce que toute votre famille a été d'accord pour ce prêt? Est-ce qu'il n'y a pas eu des tensions entre les membres de votre famille, s'il vous plaît? Merci. Alors, je précise, ce n'est pas un prêt, c'est un don définitif. C'est un don définitif. Ce n'est pas un prêt. J'ai bien compris le reste de la question, mais je précisais. Non, en fait, le cheminement était plus complexe. Dans un premier temps, on était un petit groupe en fait à s'intéresser au sort des tableaux, on va dire, à les voir, grâce justement à vos services, de pouvoir les découvrir, parce que je vous invite vraiment à aller les voir. Ils ont une énergie particulière. Et l'idée, c'était peut-être tout de même de les vendre pour faire un don ensuite à une institution qui porterait éventuellement la mémoire. C'était en tout cas moi mon objectif, la mémoire de toute cette histoire de la Shoah. Nous n'étions pas d'accord. Donc après, on a été soutenus par le ministère de la Culture pour entamer des discussions avec les gens du Louvre. Et c'est là que je dis qu'on a rencontré des personnes investies et qu'on a du coup été dans un terrain de confiance et qu'on a compris ensemble qu'on pouvait faire quelque chose de beaucoup plus intéressant et que cette mémoire, ils allaient pouvoir aussi la porter, voire même mieux. On sait aujourd'hui, j'ai participé avec toi, David, tu peux peut-être en dire quelques mots, à la visite de cette exposition par d'autres commissions qui font des restitutions, qui sont de la Hollande, si j'ai bien compris, de l'Angleterre, de l'Allemagne, voilà. Oui, non, il y a quelques jours, il y a eu une visite donc, avec la commission donc, française de restitution des biens et d'indemnisation des victimes de spoliation antisémite, avec d'autres commissions un peu équivalentes, puisque beaucoup de pays, enfin pas tant de pays que cela, mais 4 ou 5 pays en Europe ont des commissions un peu équivalentes pour clarifier les cas de restitution d'œuvres des collections publiques. Et donc il y a de temps en temps des réunions ici ou là. Et donc là, les commissions étaient à Paris. Et donc nous sommes allés voir cette exposition. Donc vous avez vu ou que vous allez voir, j'espère, avec Vincent Delieuvin et Béatrice Loïc, les commissaires, et avec Marion. Et c'est vrai que cela montrait aussi, c'était un très bon exemple d'échange entre l'administration, la commission, qui est quand même une institution en soi un peu solennelle, qui donne un avis sur les faits de spoliation, et la famille. Et le fait qu'on soit aussi ensemble, que Marion accepte de venir présenter cette histoire-là à nos collègues d'autres pays, était aussi un élément important et assez original, je crois, assez rare. Ouais. Moi, ce que j'ai compris, c'est que c'était aussi très nouveau pour eux, que justement ce lien avec les familles, tout d'un coup, ils s'apercevaient à quel point c'était important, que ces gens-là ne sont pas par hasard dans ces commissions. Donc il y avait une personne qui avait eu un membre de sa famille déporté et qui sont passés par Drancy. Et elle s'était posé toujours la question, vous verrez dans l'exposition, d'une petite lettre qui sont sur les cartons où les gens sont répertoriés à Drancy. Il y a une lettre, voilà. Et grâce à cette exposition, elle a pu poser la question et comprendre. Donc vous le découvrirez, vous poserez peut-être la question et vous le découvrirez aussi. Mais voilà, donc ça va beaucoup plus loin. Et c'est dans ces moments extrêmement troublés concernant toute cette histoire, eh bien, c'est important de pouvoir en faire quelque chose de vivant et où on se sente responsable ensemble, en fait, de le porter. Oui, bonjour, Safram Vai, je suis issue de la même arrière-grand-mère que Jeanne Javal, que Marion. Et donc, merci d'avoir posé cette question, parce que effectivement,
dans le rejet du judaïsme qu'a vécu une partie de cette très fournie descendance d'Émile Javal. Donc, nous sommes issus de Jeanne Javal, une des sœurs. Ensuite, il y a aussi sans doute des descendants d'Alice Javal. Donc, ceux qui ont été déportés, étaient les plus judaïsants, on va dire, puisque l'un d'entre eux était le président du consistoire à l'époque. Et il a cru bon de rester au poste, c'est-à-dire qu'il pourrait protéger sa communauté par le fait de rester là, parce qu'il avait été aide de camp de Pétain pendant la Première Guerre mondiale. Et donc il a écrit des lettres en 1940 en disant « Mon cher Philippe », à quoi Pétain a répondu « Monsieur », et de fil en aiguille, lui et sa famille, donc qui étaient, on va dire, aveuglés, comme beaucoup de juifs français qui s'étaient... Non, t'es pas d'accord ? Non, il n'était pas du tout aveuglé, il est resté en toute connaissance de cause. D'accord, alors il est resté en toute connaissance. C'est là où c'est très très intéressant parce que nos mémoires se complètent. Et vu qu'on est issus du même trou de mémoire et du trou de parole qui a été absolument sidérant et qui continue de frapper beaucoup de descendants et dont les parents qui étaient encore juifs et survivants se sont beaucoup mariés. Il y a beaucoup en France de gens issus de mariages avec des chrétiens à l'issue de la Seconde Guerre mondiale, dans un désir de ne pas faire porter à leurs enfants cette identité mortelle, mortifère. Donc, et aussi beaucoup de gens, nous on est issus de gens qui étaient éloignés, qui avaient rejoint, disons, les Lumières, beaucoup d'entre eux, et qui étaient proches du saint-simonisme, donc d'une pensée socialiste, d'une pensée de partage. Et c'est aussi ce qui a porté leurs innovations sociales, puisque Adolphe Javal vivait à Vauluisant, où il a été capturé, dans l'Yonne, et que son grand-père, notre arrière-arrière, avait fondé une des premières chaufferies bois en France, et comment est-ce qu'on appelle les concours agricoles. Hein, et ils ont fait énormément d'innovations. Et c'était toujours porté par cette pensée du partage et de la répartition. Mon propre grand-père, donc le frère aîné de Marion, était communiste. Bien que très riche, il était communiste. Jusqu'à ce qu'il aille voir Staline, qu'il aille là-bas, et qu'il revienne, toujours socialiste, mais il n'était plus communiste. Mais il a fait don de son château, par exemple, à Arès, à la MGEN. C'est-à-dire qu'il y a vraiment cette pensée de partage. Et ça a été un vrai débat au sein de la famille, parce qu'il y a des gens qui ont un très fort rejet du judaïsme et pour qui c'était nous mettre en danger à nouveau. Donc, nous sommes très peu à avoir fait ce retour, Teshuva, et ça a été très, très, très rejeté. Et donc, il y a eu plein de discussions entre nous, et certains voulaient donner au musée de la Shoah, d'autres au musée d'art et d'histoire du judaïsme, etc. Et finalement, a émergé par le réseau que Marion avait tissé, le Louvre, qui est la lumière dans toute cette histoire, parce que c'était la meilleure solution, et c'est extraordinaire, et on voit ce que ça génère depuis, et c'est absolument fabuleux, parce que il y a des dialogues très dynamiques entre nous, et qui se complètent, et qui viennent de lieux plus ou moins institutionnels. Moi, je suis plutôt off-grid, moi, je suis plutôt dans les marges, comment dire, et Marion, elle est allée vers les institutions, et c'est extraordinaire comment le travail se complète. Voilà, et je voudrais juste dire que ma propre branche de la famille n'a jamais perdu la mémoire des Javal et de toute cette lignée juive, puisque nous étions majoritairement juifs, et que nous étions cachés pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc, au sein de la famille, il y a eu des destinées différentes dans cette généalogie. Voilà, je vous remercie. Merci. Je voudrais juste, si vous avez juste 10 secondes pour
pas que vous imaginiez aussi, mais Marion l'a bien expliqué et Madame aussi, que ni le Louvre ni le ministère de la Culture n'essayent de garder les œuvres pour les recevoir en donation après les restitutions. Je voulais juste que ce soit clair aussi. Il y a aussi beaucoup de gens qui gardent les œuvres ou qui les vendent et ce n'est pas plus mal, ce n'est pas moins bien. Là, c'est vraiment une histoire aussi et une rencontre, comme l'a raconté Marion, je ne refais pas tout, mais je crois qu'il faut le dire aussi. Ne vous imaginez pas qu'on s'est battu, Sébastien et nous, pour garder les œuvres comme ça. Voilà. Non, ils n'en voulaient pas, en fait. Ils n'en voulaient pas parce qu'ils avaient l'impression que ça allait faire un précédent, que ça n'allait pas être compris. Donc il a fallu dépasser ça. Si on peut dire tout. Enfin, moi, je n'étais pas du tout favorable à l'acquisition. Onéreuse d'une part parce que je ne voulais pas entrer dans des négociations de prix sur des œuvres en fait qui ont ce poids historique et mémoriel, et d'autre part que notre objectif c'est clairement la restitution et donc la liberté donnée aux familles, aux ayants droit très nombreux de la famille Chaval de faire ce qu'ils voulaient, les vendre pour disposer de l'argent comme ils voulaient, ou les donner à d'autres institutions. Voilà, finalement, le choix, votre choix s'est porté sur le Louvre, où les œuvres, effectivement, étaient déjà... mais ça aurait pu se porter sur d'autres institutions. Mais comme je vous le dis, ça a eu finalement un impact très fort aussi sur nous, et sur notre propre réflexion des conservateurs, des départements et du musée du Louvre sur la façon dont on peut considérer et sur la responsabilité, pour reprendre le terme, que nous avons sur ces œuvres qui n'appartiennent pas du tout aux collections nationales et dont on espère que toutes celles qui pourront le faire retourneront chez les ayants droit des familles qui ont été spoliées. Voilà. Et donc, merci pour Marion et Aléa pour vos témoignages. Je signale aussi que vous pouvez le podcaster aussi depuis la salle où sont présentées, la salle de l'exposition. Voilà. Merci.